Bonsoir tout le monde. Merci d'être présent ce soir. C'est notre ça va être notre première formation continue là, de la saison sous le thème de créer un entraînement. Donc, c'est quand même un sujet qui est abordé rapidement par Hockey Canada lors des formations. Donc, on pense que c'est une bonne idée de rentrer un petit peu plus en profondeur dans le sujet. Donc, pour la conférence de ce soir, on a Isabelle Leclerc là, des Carabins de l'Université de Montréal qui va venir nous présenter un contenu en lien avec la création d'entraînement. Pour ceux et celles qui sont certifiés Compétition 1 ou HP1 et vous désirez avoir des points, c'est important de changer votre nom. Donc, pour changer votre nom là, dans les participants, pouvez peser sur le trois petits points puis vous renommer. Si vous avez des questions en lien avec ça, là, n'hésitez pas, là, vous pouvez m'écrire dans le chat. Donc, il y a un question-réponse. Vous pouvez envoyer vos questions au fur et à mesure que la rencontre va avoir lieu et on tâchera d'y répondre là, probablement à la toute fin. Peut-être qu'il y a plusieurs questions qui vont se ressembler. Autrement, il va y avoir d'autres formations de ce genre-là tout au long de la saison. Donc, on va s'assurer de ne pas mettre de code pour rentrer parce que ça semble problématique. Autrement, je vous laisse au bon soin de Isabelle et au plaisir de vous voir pour la conclusion. Merci. Merci Félix. Bonsoir tout le monde. Je vous souhaite un bon début de saison. Je pense que c'est bien entamé pour tous les entraîneurs. Le sujet d'aujourd'hui, ben, c'est créer un entraînement. Puis surtout, ben, moi, j'ai aimé l'appeler, modifier un peu le titre, puis dire comment créer un entraînement efficace parce que une de mes philosophies comme entraîneur, c'est qu'une de nos tâches principales, c'est justement d'être des designers d'entraînement, de créer des entraînements qui soient efficaces pour nos athlètes. Je suis loin de penser que j'ai la vérité absolue, c'est-à-dire que dans le fond, je vous présente ici ma philosophie. C'est basé sur mon expérience, sur les gens que j'ai côtoyés au fil des années. Je vous présente une version de la chose, puis je vous invite des fois aussi à vérifier puis à lire d'autres choses sur ce sujet-là. Je me suis posé la question moi-même, qu'est-ce que c'est un entraînement efficace finalement? C'est quoi les éléments qu'on doit voir dans un entraînement efficace? D'abord, je pense qu'il doit y avoir une forme d'apprentissage ou à tout le moins une atteinte d'objectif dans le sens que on pourrait être en train de travailler lors d'une séance quelque chose qu'on connaît déjà puis on est en train de le perfectionner. Mais il faut vraiment qu'au départ de la séance, on ait des objectifs qui sont clairs, des choses qu'on veut atteindre. On doit aussi avoir un temps actif par rapport au temps total de l'entraînement. Puis, c'est plus difficile qu'on pense. Si on a une séance d'entraînement de 50 minutes ou de 80 minutes, moi, je vous invite à faire l'exercice éventuellement, peut-être avec un parent ou un collègue, de prendre un chrono et de suivre un joueur de différentes positions, puis de regarder le temps total qu'il est actif par rapport à l'ensemble du temps là, qu'on a la situation de glace. Et vous allez être surpris de voir que finalement, nos athlètes ou nos joueurs ne sont pas si actifs que ça. Donc, on doit tenter d'optimiser cet élément-là. Ensuite, c'est d'avoir un nombre de répétitions élevé et on va voir dans les présentations que je vais vous faire qu'est-ce que ça signifie exactement. Le plus possible d'avoir des situations qui sont réelles de match pour le transfert justement de ce qu'on va acquérir en entraînement vers la situation de match par après, mais aussi beaucoup pour le plaisir, pour la motivation des jeunes. Ça doit représenter un défi qui est à la hauteur là, des compétences et des habiletés des joueurs ou joueuses qu'on entraîne. Donc, que ce soit suffisamment difficile, mais pas trop. Bien sûr, on ne peut pas passer à côté de la sécurité. Des fois, on se dit, bon, ça, c'est le sujet plate à aborder, mais ça fait quand même partie de la réalité. Puis notre job, c'est qu'on entraîne nos athlètes dans des conditions qui vont faire en sorte qu'ils vont sortir sur leurs deux pattes après dans l'entraînement. Puis je termine avec celui-là parce que je pense que c'est extrêmement important, peu importe le niveau. Il y a ce soir certainement des entraîneurs qui évoluent dans plein de niveaux, que ce soit des catégories d'âge ou des niveaux d'habileté, mais peu importe qu'on soit au niveau universitaire comme moi ou dans d'autres niveaux, le plaisir doit être au rendez-vous. On ne doit jamais perdre de vue cet élément-là. Euh, Maintenant, c'est quoi les points principaux justement pour arriver à maîtriser la création d'un entraînement efficace? On va regarder ensemble le fait d'avoir des objectifs qui sont précis. On va voir ensemble comment on peut structurer les exercices, l'utilisation, comment on doit utiliser le temps et l'espace qui est à notre disposition. On va parler aussi
de la façon et de ce qu'on donne là, dans les instructions, c'est-à-dire ce qu'on donne comme consigne avant le début d'un exercice et le feedback qui est donné pendant ou après l'exercice. Puis aussi les règles de fonctionnement d'une séance, mais aussi les habitudes de travail qu'on va demander à nos joueurs et joueuses dans les séances d'entraînement. Alors, comment est-ce qu'on choisit un exercice? Ben moi, souvent, de mon expérience, quand j'ai eu à travailler avec des entraîneurs, que des fois je fais des supervisions, que j'assiste à des entraînements simplement pour mes connaissances personnelles, ce que je remarque souvent, c'est qu'on va choisir tout de suite des exercices. On va se dire, bon, c'est quoi comme on dit dans le jargon de hockey, les drills qu'on peut faire aujourd'hui. Puis souvent, ben, on va se dire, OK, on va faire un contre un deux contre un 3 contre 2. On va mettre des drills pour faire des drills. Et pourtant, on devrait partir à l'envers, selon moi. On devrait d'abord se demander, ben, c'est quoi les objectifs qu'on a pour la séance d'entraînement aujourd'hui? Il peut en avoir seulement un en général dans la séance. Si, par exemple, on a seulement une séance par semaine, mais ça se peut que vous soyez obligé de mettre plusieurs objectifs au sein d'une même séance. Au niveau plus élevé, parfois, on peut avoir deux, trois séances d'entraînement, comme c'est le cas au niveau universitaire, par exemple. À ce moment-là, on peut se donner plusieurs objectifs. Je pense qu'on doit d'abord identifier c'est quoi la phase de jeu qu'on veut travailler. Je vous donne deux exemples. Est-ce qu'on veut travailler le jeu en zone défensive? Est-ce qu'on veut travailler quelque chose d'aussi simple que les changements? Comment on fait les changements au banc? Donc, on se questionne d'abord, c'est quoi la phase de jeu qu'on veut faire? Ensuite, à l'intérieur de cette phase de jeu-là, il faut regarder plus précisément c'est quoi qu'on veut travailler, que ce soit parce qu'on est rendu là dans notre plan de développement ou parce que dans les matchs, on a observé qu'il y a des éléments à peaufiner. Si on part avec le jeu en zone défensive, l'exemple qu'on pourrait se donner, c'est de dire, bon, dans notre zone défensive, on veut travailler comment on va marquer les non-porteurs, c'est-à-dire comment on va surveiller les joueurs qui n'ont pas la rondelle. Si on fait référence au changement dont je parlais plus tôt, on pourrait dire, ben, comment on va travailler sur choisir le bon moment pour venir changer au banc. C'est pas fini. Après ça, il faut se dire, puis c'est ça qui est important dans notre travail, c'est de connaître les points clés justement pour ces différents éléments-là. Alors, le premier dont je vous parle ici, c'est toujours par rapport à la zone défensive. Si, par exemple, on a identifié que ce qui fait défaut, ce qu'on veut enseigner à nos joueurs, c'est être entre son but et son adversaire, et par exemple, de toujours voir la rondelle et le non-porteur qu'on surveille, ça serait des points clés à connaître. Si on parle des changements, ben, il faudrait connaître le point clé, par exemple, qu'on veut soit être en possession de la rondelle ou que la rondelle soit en zone offensive ou le plus loin possible de notre but. Alors, une fois qu'on a déterminé ça, c'est seulement à ce moment-là qu'on devrait choisir l'exercice qui nous permet de travailler ces points clés-là et non pas d'abord d'arriver avec l'exercice. Ça arrive vraiment en dernier. Fait que c'est vraiment de trouver l'exercice qui va pouvoir s'adresser spécifiquement à ces points clés-là. Comment on fait pour trouver cet exercice-là? Ben, c'est sûr qu'idéalement, avec l'expérience, puis ben, il y a des gens qui sont plus créatifs et imaginatifs que d'autres vont être capables de créer leurs propres exercices. Mais sinon, on peut partir soit de séquences vidéo d'un de ces matchs, un des matchs de notre équipe, ou encore des séquences vidéo qu'on pourrait retrouver sur le web, des séquences vidéo d'un autre niveau d'athlète, d'un autre niveau de jeu. On pourrait aussi observer d'autres entraînements. Moi, c'est ce que je fais régulièrement. Je vais dans les arénas, je regarde des entraînements de différents niveaux, puis je prends des idées de là. Puis il y a aussi plusieurs ressources qui existent, certaines que vous connaissez déjà, des sites gratuits, mais aussi des fois des sites qui sont payants, comme The Coach's Site ou Ice Hockey Systems. Le Coach Dem aussi, qui est un endroit, qui est une des applications qu'on peut utiliser. Moi, c'est celle que j'utilise là, pour créer en ligne les entraînements, donc dessiner les exercices, faire les plans. Et donc, au fil des années, ben, je me retrouve avec une banque d'exercices qui est assez grande dans laquelle je peux repiger puis m'inspirer. Alors, on va aller chercher un exercice d'une de ces façons-là. Je vous donne un exemple d'un exercice par rapport à la phase de jeu qu'on a identifiée, la première, là, qui était de travailler, par exemple, sur le jeu en zone défensive. Et on a identifié qu'on voulait travailler sur le positionnement de notre joueur qui surveille un non-porteur. Donc, dans le dessin ici, ça serait le joueur triangle qui est le joueur défensif. On a un joueur stationnaire au haut à la ligne bleue avec la rondelle, qui est un passeur, et l'autre rond, c'est l'autre joueur offensif. Alors ça, c'est un exercice que j'ai pris sur le site de Hockey Québec où la glace est divisée en deux et on va avoir de chaque côté le même jeu qui se déroule. Le fait d'avoir le passeur stationnaire fait en sorte qu'on peut se concentrer seulement sur le positionnement entre le but et notre adversaire. Et si on veut le faire évoluer, ben, le passeur qui est à la ligne bleue avec la rondelle pourrait se déplacer latéralement ou même entrer un peu partout dans la zone pour faire en sorte que ça complique le travail défensif et qu'on ait
à justement voir la rondelle et le joueur qu'on surveille. Alors ça, c'est le genre d'exercice. Ce que ça fait, c'est qu'au lieu de se lancer dans un exercice en disant on veut travailler en zone défensive, on va jouer 5 contre 5, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup plus facile à observer pour l'entraîneur parce qu'on a attiré notre attention à nous comme entraîneur et aussi pour les joueurs sur l'élément spécifique qu'on veut entraîner. Trop souvent, moi, ce que je vois, c'est qu'on se dit, ah, ben, en match, dans notre zone, l'adversaire a la rondelle trop longtemps ou bien on perd le marquage de nos joueurs, on donne trop de buts, on donne trop de chances de marquer, bien là, on va se mettre à jouer à 5 contre 5 en zone défensive, ce qui fait qu'on pourrait intervenir sur tellement d'éléments et le focus des joueurs est parti un peu partout. Alors ça, c'en est une façon de travailler sur les points clés qu'on avait identifiés au départ. Une chose qui est importante, j'en ai parlé un petit peu dans l'introduction, c'est d'avoir un temps actif qui est élevé par rapport au temps total de l'exercice. La majorité d'entre vous probablement entraîner des équipes qui ont entre 16 et 18 ou 20 joueurs. Il faut être conscient que le temps de repos et le temps actif idéal, c'est un temps actif pour 3 temps de repos. Alors, si on est actif pendant 15 secondes, on serait inactif pendant 45, par exemple. C'est ce qui réplique le plus proche un match où est-ce que dans la majorité des équipes, on va avoir 3 ou 4 trios. Donc, ça, c'est ce qu'on va tenter d'atteindre. Il y a plusieurs façons d'atteindre ça. Si on débute, par exemple, puis là, j'ai pris cet exemple-là parce que il y a beaucoup d'entraîneurs, beaucoup d'activations dans les équipes de hockey qui se font avec des bons vieux flow drills, c'est-à-dire des exercices qui se passent en continu. Souvent, ça va se passer avec des colonnes, avec des répétitions des mêmes gestes, puis souvent même qui sont prédéterminés. Alors, je vous ai dessiné là, un exemple de flow drill entre guillemets. Alors, pour augmenter le temps actif, une façon très simple de le faire, parce que là, on a dit que si on a une équipe de 16 à 18 ou 20 joueurs, on doit avoir 4 joueurs actifs en même temps. La majorité de ces exercices-là, on va avoir souvent 2 joueurs actifs seulement. Alors, une façon d'ajouter tant au temps actif qu'au réalisme de l'exercice, c'est si on regarde les joueurs qui sont identifiés en bleu de chaque côté, je vous ai donné des exemples. Après avoir fait son passage, le joueur 1, une fois qu'il aura fait son tir au but, bien, pourrait, si on regarde à gauche de l'écran, par exemple, demeurer dans la zone, puis servir de joueur qui va venir en approche au porteur, par exemple, sur le joueur qui va entrer à l'entrée de zone. Donc, ça donne une situation qui est plus réelle de cette façon-là. Ce joueur-là pourrait aussi remonter, au lieu de s'impliquer défensivement, pourrait devenir une option soit pour une passe, pour créer un 2 contre 0, ou encore pour être au filet pour saisir un retour, par exemple. De l'autre côté, je vous donne un autre exemple d'ajouter des gens actifs. On voit le joueur bleu, puis là, j'ai fait 2 flèches avec les cônes. Euh, Quand on a un joueur qui entre en zone et qui vient lancer, on peut lui demander de choisir l'endroit qui est laissé libre. Alors, c'est-à-dire, un joueur s'en vient en zone, le joueur qui est resté devant le filet, on va lui demander d'aller euh, s'arrêter ou aller se positionner au moment de l'entrée de zone à un des deux cônes, ce qui va libérer par le fait même l'autre cône et ça va donner l'indication au porteur de la rondelle où passer. Alors, ce sont des exemples pour ajouter des gens actifs, puis aussi ajouter au réalisme de la situation. Alors, c'est un élément important à penser quand on fait surtout des flow drills, on en voit tellement. Puis, je ne suis pas contre ce type d'exercice-là. Au contraire, c'est souvent quelque chose qui permet de se mettre en train lors des entraînements, puis qui est apprécié des joueurs aussi. L'autre chose qu'on peut faire pour augmenter le temps actif, c'est d'impliquer les joueurs dans toutes les tâches où c'est possible de les impliquer, que ce soit dans n'importe quel type d'exercice pour ajouter une pression sur le porteur de la rondelle, pour créer une opposition sur celui-ci, pour faire les passes dans un jeu où, par exemple, comme tantôt je vous ai montré avec des passeurs stationnaires, au lieu de mettre un entraîneur, on va mettre un joueur qui va faire ces passes-là. Pour remettre des rondelles en jeu par exemple, dans un jeu en espace restreint, puis il y a des rondelles qui sortent, au lieu que ce soit l'entraîneur qui soit en position de remettre ces rondelles-là, ben, on peut mettre un joueur qui va replacer les rondelles. On peut aussi, dans certains jeux, on va des fois avoir un entraîneur qui va commencer avec un tir au but ou une rondelle qui est lancée là, dans le fond de la zone pour faire travailler le gardien de but, par exemple. Mais pourquoi pas mettre un joueur qui va débuter le jeu? Donc, non seulement on a quelqu'un qui est actif, un joueur supplémentaire ou quelques joueurs supplémentaires, mais en même temps, ça permet de travailler ces éléments-là également pour les joueurs. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'entraîneur est vraiment nécessaire dans l'exercice en question? Moi, ce que je vois régulièrement, c'est des entraîneurs qui s'impliquent beaucoup dans les exercices. Je vous parlerai tantôt plus tard d'une des raisons pour lesquelles, entre autres, moi, je pense qu'on devrait limiter le nombre de fois où on fait ça. Mais dans le simple but d'avoir plus de monde actif, je pense que l'entraîneur, quand ce n'est pas nécessaire, devrait se retirer complètement et placer des joueurs en action.
Les moments où peut-être c'est nécessaire d'avoir un entraîneur, c'est soit parce que le niveau que vous entraînez, nos joueurs ne sont pas assez habiles justement pour faire des passes suffisamment précises ou de placer les rondelles aux bons endroits, au bon moment, ou parce qu'on veut mettre une option, quelque chose de plus aléatoire. Par exemple, des fois, on va travailler sur une habileté, puis moi, je vais demander à une joueuse de mon équipe de mettre une pression, mais de ne pas toujours le faire de la même façon, de donner des situations différentes pour le porteur de la rondelle, par exemple. Mais des fois, chez les jeunes, on va être, disons, moins habile ou on va avoir plus de difficultés à comprendre les variétés qu'on recherche. Fait qu'il y a des moments où est-ce qu'on peut le faire, mais vous posez la question d'abord, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est la meilleure chose à faire dans le but d'impliquer le plus possible les joueurs de mon équipe dans mon entraînement? C'est pas tout d'avoir un temps actif qui est élevé. Alors, si on sort le chronomètre puis qu'on voit que nos joueurs sont actifs un nombre de minutes le plus grand possible, tant mieux, on a déjà atteint un objectif pour avoir un entraînement efficace. Mais au-delà de ça, on doit augmenter le nombre de répétitions de l'élément qu'on cherche à entraîner. Ça, c'est super important. De bouger, d'être actif, c'est pas suffisant. Alors, si vous regardez le petit dessin à gauche là, de l'écran, ça, c'est le premier exercice que je vous ai présenté tantôt, tiré du site d'Hockey Québec. Mais si on veut augmenter le nombre de répétitions significatives là, de l'élément entraîné, on pourrait modifier le jeu en ayant 6 joueurs actifs. Donc, on a toujours le même nombre de joueurs actifs qu'on avait de l'autre côté. Là, ici, sur l'illustration que j'ai choisie, c'est un entraîneur qui faisait les passes, mais comme je vous l'ai dit, on pourrait mettre un joueur ou même 2 joueurs en haut pour faire les passes. Et là, ce qu'on va faire, c'est que l'entraîneur va distribuer la rondelle à un des joueurs pour démarrer une approche au porteur. Et pendant ce temps-là, on va avoir 2 non-porteurs qui vont surveiller le joueur 2 et 3. Donc, c'est exactement les mêmes habiletés que dans l'exercice précédent, un niveau de complexité un peu plus élevé, mais en même temps, on se retrouve avec davantage de joueurs qui vont exécuter vraiment le geste qu'on recherche. Alors, c'est vers ça qu'on doit tendre. C'est les mêmes points clés, mais ça fait plus de répétitions. C'est une situation qui s'approche encore plus de la réalité du match. Puis comme je vous l'ai dit, ben, on a un joueur de plus impliqué au final, spécifiquement dans la tâche. Même nombre de joueurs dans l'exercice, mais plus de joueurs spécifiquement dans la tâche défensive qu'on cherchait au début. C'est ça l'élément clé qu'il faut se rappeler. Pour avoir un nombre plus élevé de répétitions du geste entraîné, ce qu'on doit aussi penser, c'est de tenter d'éliminer tout ce qui est superflu. Moi, je me souviens souvent d'avoir supervisé des entraîneurs qui me disaient, par exemple, ben moi, je veux travailler sur les lancers. Et là, on me présentait un flow drill où est-ce qu'il y a une série de passes, il y a une série de déplacements pour qu'au final, on termine au filet avec un lancer. Alors, si on pense qu'on va avoir un joueur qui va passer à toutes les 4 répétitions, qui va être actif pendant 10-15 secondes et qui va faire un lancer à la fin, probablement que dans la durée d'un exercice de 8 à 10 minutes, ce joueur-là va en passer maximum 4, 5 ou 6 fois, donc va en faire 4, 5 ou 6 lancers seulement. Alors, on doit éliminer tout le superflu, choisir un exercice qui va faire en sorte que le même joueur, si c'est le lancer qu'on veut travailler, va faire plusieurs lancers dans la période où va durer l'exercice. Ce serait la même chose si on faisait quelque chose d'un peu plus collectif. Si, par exemple, on travaille sur les sorties de zone, je vois tellement souvent des gens qui disent on fait la sortie de zone, on va commencer en plaçant une rondelle, on va sortir du territoire, on va se regrouper en zone neutre, puis on va réattaquer à 3 contre 2. Je dis pas que c'est pas correct, ça dépend c'est quoi l'objectif, mais si l'objectif c'est de travailler sur la sortie de zone, ben va avoir une sortie de zone et on va avoir autant d'autres gestes de toutes les autres sphères. Alors, on doit tenter de trouver une façon de spécifiquement travailler le geste entraîné, c'est-à-dire la sortie de zone. L'autre chose qu'on peut faire, c'est l'intégrer en jeu. Et je vais vous montrer des exemples. On peut faire ça même quand c'est des techniques, comme par exemple le lancer. Moi, celui que je vais vous montrer, c'est la passe de revers, et même pour les systèmes collectifs. Alors, je vais arrêter de parler pendant que la vidéo va jouer parce que souvent le son va couper, mais cet exercice-là, c'est une vidéo que j'avais tirée là, il y a plusieurs années d'une pratique en Suède. Vous allez voir, ce qui est demandé, c'est la passe du revers. Alors, c'est un élément technique, mais pourtant, ici, eux, ils avaient choisi de les faire jouer à 3 contre 3 et ils n'ont pas le droit de faire de passe autre qu'avec le revers. Alors, vous allez voir que ça va faire beaucoup de répétitions du geste entraîné. Alors, je pense que vous comprenez le principe. Alors, ça, c'est une façon de faire le geste de façon plus répétitive.
Si on parle, je vous donnais l'exemple tantôt de la sortie de zone. Ici, je vous montre un exemple d'un exercice qu'on a fait avec les carabins où est-ce que notre objectif, c'était de travailler sur le repli défensif qui nous amène souvent, si on n'a pas récupéré la rondelle lors du repli, à une situation de zone défensive. Alors, on va avoir d'un côté de l'écran les athlètes en foncé, qui sont les joueuses, si ma mémoire est bonne, qui sont à l'attaque. Donc, leur but, c'est de récupérer la rondelle, d'attaquer le filet. Et en blanc, ce sont les joueuses défensives. Alors, dans cet exercice-là, on les place volontairement les joueuses à l'attaque d'un côté de l'écran, les joueuses en défensive, donc qui sont en repli de l'autre côté de l'écran, et on va placer la rondelle de façon à avantager l'équipe offensive pour vraiment tomber dans la phase de jeu défensive pour les Blancs. Alors, je vous laisse regarder. Excusez, je ne sais pas pourquoi mon vidéo a coupé un peu plus rapidement que je le souhaitais. Mais en gros, ça, c'était une façon en jeu de travailler une séquence qui est collective, donc de repli qui nous amène à la zone défensive. Alors, sur cette séquence-là, si la vidéo avait continué, les foncés récupèrent la rondelle et tentent d'attaquer. Donc, du repli où est-ce que chaque joueuse blanche a identifié une joueuse, on doit se placer dans le territoire défensif puis de jouer selon les principes du marquage. Alors, c'en est une façon de faire du collectif mais en jeu, en l'intégrant en jeu pour avoir beaucoup de répétitions de gestes entraînés. Et là, nous, ce qu'on faisait, c'est que une fois que l'adversaire s'était bien installé et tout le monde avait marqué, s'il n'y avait pas d'attaque rapide, ben on siffle, on fait ressortir toutes les joueuses et immédiatement, on replace une rondelle encore de la même façon pour refaire deux séquences consécutives. Donc, non seulement c'est réaliste, mais on a beaucoup de répétitions du même geste. L'autre façon, puis c'est quelque chose qu'on parle depuis plusieurs années, dont certainement vous avez entendu parler vous aussi, que vous mettez certainement en œuvre dans vos entraînements, c'est d'utiliser des jeux en espace restreint. Alors ça va augmenter le réalisme, ça va faire en sorte qu'on va également répéter le geste entraîné. Alors ce jeu-là, peut-être que vous l'avez déjà fait, on l'appelle le Gretzky, c'est-à-dire que le joueur qui est en carré ici derrière, c'est un joueur qui agit comme passeur et qui est stationnaire et qu'on va placer du côté offensif de son équipe. C'est-à-dire les ronds présentement ont accès au passeur qui est le carré ici dans l'écran. Et ce joueur-là ne peut pas être marqué par l'équipe en défensive. Alors, c'est exactement les mêmes habiletés, les mêmes points clés qu'on a identifiés dans l'exercice de Hockey Québec au début. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui va devoir approcher le porteur et les deux autres joueurs en défensive vont surveiller des non-porteurs. Et la tâche devient difficile parce qu'il y a un joueur derrière le filet. C'est une des situations probablement les plus difficiles en marquage individuel. Alors, de cette façon-ci, on utilise le jeu en espace restreint pour augmenter le nombre de répétitions de gestes entraînés. Et comme je vous dis, on parle énormément des jeux en espace restreint, mais ce n'est pas la seule façon. On peut aussi faire des simulations de jeux. Alors, on retourne encore une fois sur la même thématique en zone défensive, mais pour faire en sorte qu'il y ait moins de transition que dans le jeu actuel. Parce que dans le jeu que je vous montre ici en espace restreint, si l'équipe en défensive, donc les triangles récupèrent, elles vont se porter à l'attaque de l'autre côté. Donc, c'est possible que si elles ont beaucoup de possession de rondelles à l'intérieur de ce jeu-ci, vont passer très peu de temps à travailler sur l'élément défensif. C'est le côté peut-être plus négatif, disons, de cette situation de jeu-là. Par contre, si volontairement, on utilise une situation où là, on a trois bleus qui vont jouer contre trois rouges à 3 contre 3 et on place au pourtour les joueurs en noir, ce sont des passeurs qui sont stationnaires. Donc, encore une fois, on a beaucoup de joueurs impliqués, soit dit en passant, et ça va faire en sorte que tant et sous longtemps que le jeu va se dérouler, les rouges vont demeurer en défensive et on va pouvoir contrôler le nombre de répétitions qu'elles vont ou qu'ils vont faire. Alors, il n'y a pas seulement les jeux en espace restreint, c'est un outil, mais de faire des simulations de jeu où on change les situations, ça peut être une bonne façon. Alors ici, on a beaucoup de monde impliqué dans le jeu-là. Quand on parle de trouver des exercices, avec le temps, on garde des exercices qu'on aime. Souvent, on va même en créer. C'est un exemple que j'utilise souvent dans les différentes présentations que j'ai à faire d'un jeu qu'on a créé avec les carabins. C'est un jeu où est-ce que ce qu'on voulait, c'est travailler avec nos athlètes sur la protection de rondelles et le principe qu'on veut garder possession de la rondelle le plus longtemps possible, peu importe les zones. Alors, ce qu'on fait dans ce jeu-ci, je vais le laisser rouler par après, c'est que une équipe qui perd la rondelle parce qu'ils ont pris une mauvaise décision, l'adversaire leur a reçu la rondelle, avant de se replier en défensive, doit se lancer par terre. Nous, on a appelé ça le jeu du push-up. Donc, juste descendre et se relever, ce qui va leur donner un désavantage, puis va donner un avantage à l'équipe adverse. Alors, je vous laisse rouler.
Alors, c'était les Grises qui étaient à l'offensive et ça a fait en sorte là, que quand elles ont perdu la rondelle, elles ont dû se glisser par terre, puis ça a donné l'avantage aux Bleus. Alors, on travaille la possession de rondelle, on travaille le support au porteur, on travaille aussi la protection de rondelle. Alors, il y a énormément de situations réelles et beaucoup de répétitions également du geste entraîné. Là, je me suis mis une note pour vous en reparler tantôt, si je lui pense, du lien qu'on peut faire aussi avec l'instruction et le feedback par rapport à un jeu comme celui-là. Un autre exercice que j'ai créé de toutes pièces avec des collègues, on voulait travailler la rapidité d'exécution. À ce moment-là, nous, on voulait travailler sur l'avantage numérique, mais on l'avait fait aussi à égalité numérique. Dans cette situation-là, d'ailleurs, c'était à 5 contre 5. C'est un jeu de tag, donc super simple, où est-ce que l'équipe en bleu, qui sont en défensive, n'ont pas de bâton et leur objectif, c'est de tenter de toucher au logo du porteur de la rondelle. Si elles réussissent à faire ça, elles accumulent des points. Donc, on le faisait aussi en situation compétitive. Le but, c'est de faire en sorte que la porteuse de la rondelle va rapidement sentir une pression. Si elle ne veut pas se faire toucher, elle doit protéger la rondelle, mais elle doit aussi faire circuler la rondelle rapidement et les autres doivent venir supporter justement pour que ça fonctionne. Alors ça, c'est un autre exemple qu'on peut utiliser. Alors, je vous invite des fois à essayer de penser à des façons qu'on peut créer des jeux. Moi, je suis une grande croyante que le plus possible qu'on peut faire des situations réelles de jeu comme celle-ci, avec du jeu simulé, avec du jeu en espace restreint, ben, il y a énormément d'avantages. On a parlé du nombre de répétitions du geste entraîné, mais il y a aussi le plaisir, la motivation des athlètes, l'intensité, le nombre de joueurs impliqués. Je pense que ça a une valeur qui est très, très grande. Sinon, ben, on peut créer des jeux, mais on peut aussi, en guillemets, dans le jargon du hockey, on dit voler des exercices à d'autres. Ça, c'est un exemple d'exercice qui a été présenté lors du dernier colloque de Mortagne, où Alexandre Perron avait présenté un exercice que lui, il utilisait. Et comme il s'appelle le Boston College, je présume qu'il l'avait volé lui aussi à quelqu'un d'autre. J'avais pris note de cet exercice-là, je le trouvais intéressant. Il mettait les filets là, d'un côté de la glace en longueur à peu près à la hauteur des cercles de mise en jeu ou de la ligne de ringuette, jouer à 3 contre 3. Et pour lui, c'était pour travailler sur les concepts, les habitudes de changement. Puis je l'ai essayé, c'est au début de la saison, ça fait quelques jours avec notre équipe. Et nous, on l'a utilisé justement pour travailler sur une habitude de travail, c'est-à-dire de patiner jusqu'au banc pour compléter son changement, pour permettre à l'autre personne d'embarquer le plus rapidement possible, mais aussi sur l'idée qu'on veut changer quand on a possession de la rondelle ou à tout le moins quand la rondelle est en territoire offensif ou le plus loin de notre zone défensive. Alors, je l'ai volé et je vais vous laisser jouer pour que vous voyez, puis je l'ai même modifié par après. Alors, vous avez vu, là, c'est les blanches qui étaient en possession de la rondelle. On a vu une joueuse se diriger vers le banc. La porteuse de la rondelle s'est rendue compte qu'elle était seule. Elle est revenue vers l'arrière. Ça a permis de compléter le changement. Puis après ça, de se porter à l'attaque. Alors, oui, j'ai volé ce drill-là d'un autre entraîneur. Puis en le regardant, comme ça, on n'y avait pas pensé avant, mais moi et ma collègue Marie-Ève, on s'est dit, bon, ben, ce serait intéressant, au lieu de jouer du côté des bancs, de se déplacer de l'autre côté. Donc, derrière nous, là, sur l'image, pour faire en sorte que l'endroit où on doit aller changer est beaucoup plus loin. Donc, pour simuler, par exemple, lorsqu'on change de côté pour les périodes ou tout simplement de mettre l'accent sur le fait de patiner jusque dans la porte, alors que cette fois-ci, c'était peut-être moins visible, on mettait plus l'accent sur la possession. Alors, en le regardant, je me suis dit, OK, mais ça pourrait nous permettre de travailler aussi d'autres éléments. Puis, on aurait pu inverser aussi les bancs pour simuler la deuxième période. Là, pour le moment, on l'avait fait avec le banc comme en première puis en troisième période. Donc, il n'y a pas de gêne à voler des éducatifs. Au contraire, on s'en inspire. Sinon, on a parlé au début de l'utilisation du temps et de l'espace. Si on reprend le même exercice là, qui était proposé sur le site d'Hockey Québec du marquage individuel, ben, il faut se souvenir qu'on doit utiliser le plus possible la surface qu'on a pour faire en sorte qu'on a le plus de gens possible qui sont impliqués. Alors, dans ce cas-ci, c'est un entraînement sur une glace complète. Alors, on a vu tantôt l'exercice sur une zone, mais on peut l'avoir des deux côtés, mais se souvenir qu'on peut aussi utiliser la zone centrale puis dans le cas d'un exercice comme celui-là, c'est sûr que pour les joueurs, c'est plus motivant quand
on essaie d'attaquer ou de défendre un but avec un gardien de but, mais on pourrait simplement mettre un cône parce que l'objectif ici, c'est pas l'attaque, c'est vraiment le fait de rester entre le joueur qu'on surveille et son but et d'identifier de bien marquer le non-porteur, de garder une vision sur la rondelle et la personne qu'on surveille. Donc, utiliser tout l'espace qui est à notre disposition va faire en sorte qu'on va avoir beaucoup plus rapidement dans le temps aussi un entraînement de ce qu'on cherche. Fait qu'on peut aussi passer moins de temps sur l'exercice souhaité avec un bon nombre de répétitions, puis pouvoir rapidement passer à d'autres choses. Il y a l'espace, mais il y a aussi le temps. Puis ça peut paraître assez anodin. Puis même moi, encore aujourd'hui, je fais des erreurs de ce côté-là si je planifie pas bien les choses. C'est-à-dire qu'on doit planifier nos déplacements comme entraîneur, l'endroit où est-ce qu'on va donner les explications. Ça peut vouloir dire, par exemple, quand on siffle à la fin d'un exercice et on veut donner une rétroaction, un retour sur l'exercice, est-ce qu'on pourrait, par exemple, se placer à côté d'où sont les bouteilles d'eau au banc? Soit pour faire en sorte que, justement, il n'y ait pas d'autres déplacements. Par exemple, je viens de finir un exercice, je siffle, je ramène tout le monde, je fais un retour sur ce qui vient de se passer, ce qui est à retenir, je les envoie prendre de l'eau. Après ça, ils reviennent à moi pour recommencer le nouvel exercice. Alors, pourquoi pas me déplacer au moment où je siffle pour les amener à l'eau, ce qui pourrait permettre, selon l'âge, le niveau et leur capacité de se concentrer, même à prendre de l'eau pendant que j'explique. Euh, Pourquoi pas se placer aussi tout de suite par rapport à une démonstration. Vous avez sûrement déjà fait ça, vous aussi. On amène les joueurs d'un côté, on se met à parler, puis là, on veut faire la démonstration, on peut dire, OK, tournez-vous, là, placez-vous là, reculez-vous. C'est des choses, c'est niaiseux, mais on doit vraiment utiliser le temps qu'on a. On n'en a pas assez au hockey mineur du temps pour les entraînements. Alors, de planifier ça, d'y penser au moment où on va siffler, comment on va se déplacer, où on va se placer, c'est extrêmement important. Puis, sans doute qu'on vous l'a déjà dit aussi, dans un contexte de hockey mineur avec des parents, des distractions dans les estrades, aussi se positionner comme entraîneur pour pas que les joueurs voient derrière vous des personnes ou des choses qui pourraient les distraire. Donc, on utilise le temps à bon escient. Le déplacement des objets aussi, c'est quelque chose qui prend quand même des fois 30, 40, 50 secondes, une minute. Alors, on peut idéalement déplacer les objets avec ses collègues pendant les pauses d'eau. On peut aussi, au moment où on siffle, dire aux joueurs, parce qu'on sait ce qui s'en vient après, on siffle, OK, amenez les rondelles au milieu, allez prendre de l'eau. Alors, le déplacement des objets, quand il est fait par 16 ou 18 joueurs versus 1, 2, 3 entraîneurs, est beaucoup plus rapide. Et si on est capable de le faire avant qu'on soit rendu au moment des explications, c'est encore mieux. L'autre chose que j'utilise de plus en plus depuis plusieurs années, c'est que vous savez sûrement comme moi que dès qu'on fait des changements dans les exercices ou que des joueurs qui étaient, par exemple, à l'offensive dans la prochaine répétition doivent passer en défensive, mais des fois, des joueurs qui suivent pas, qui sont un peu distraits. Ah, il manque quelqu'un à l'attaque, il manque quelqu'un en défensive, on joue à 3 contre 3, il manque un blanc, il manque un bleu. Mais souvent, ce que nous, on va faire, c'est qu'on va dire, OK, pendant X minutes, là, on va garder les blancs à l'attaque, puis les bleus vont être en défensive. Fait que l'avantage de ça, c'est que si, par exemple, dans cet exercice-là, on travaille spécifiquement à la défensive, mais on va pouvoir se concentrer, par exemple, beaucoup plus sur les bleus qui sont en défensive que sur les blancs. Et au bout d'un certain temps, on inverse. Donc ça va faire en sorte qu'il va y avoir beaucoup moins de perte de temps. Mon truc préféré, probablement le plus simple au monde, et je suis convaincue que ça vous arrive dans tous les niveaux. Justement, on veut partir le jeu, on a donné les explications, on dit OK, 3 contre 3, puis là, on dit OK, 3 bleus, 3 blancs, il en manque un, on attend, puis on dit OK, vas-y. Vous savez certainement ce que je veux dire. Souvent, c'est long. Ben, le meilleur truc, c'est de lancer la rondelle dans le territoire. Si, par exemple, c'est un jeu où est-ce que on veut travailler sur peu importe la possession de rondelle ou ce qui se passe dans le territoire, ben, vous allez voir quand vous allez lancer la rondelle, les joueurs vont arrêter de parler, vont partir après la rondelle, puis le jeu va commencer. C'est probablement le truc le plus simple mais le plus efficace que j'ai utilisé depuis quelques années. Ensuite, les instructions. Les instructions, ce que c'est, ça, c'est les consignes qu'on va donner avant le début de l'exercice qu'on veut faire. Euh, ce que moi, je vous recommande, et par mon expérience, c'est de vous en tenir d'abord au déroulement de l'exercice. Exemple, le jeu du Gretzky que je vous ai parlé tantôt, le jeu en espace restreint avec le passeur, pardon, derrière le but. Si on prend cet exercice-là, si moi, j'avais expliqué cet exercice-là, ce que je dirais, c'est parfait, on joue à 3 contre 3, l'équipe offensive a un passeur qui est stationnaire, qui peut se déplacer latéralement derrière la ligne des buts qui est à sa disposition, et les joueurs en défensive ne peuvent pas le marquer. C'est tout. J'ajoute pas grand-chose d'autre. Ensuite, je leur dis c'est quoi les attentes ou le résultat souhaité. Et non, je n'énumère pas tous les points clés du marquage individuel. Je vais dire ce qu'on s'attend, ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez en mesure, malgré la présence de ce joueur-là derrière, de garder la couverture de votre non-porteur,
et de toujours voir la rondelle et la personne que vous surveillez. C'est l'objectif, les attentes. Je n'explique pas qu'il faut être entre son but et son adversaire, qu'il faut garder X distance, qu'il faut orienter son corps. Je n'explique pas tout ça. Un, dans le but de rester le plus bref possible. La majorité des exercices, on est en mesure de les expliquer en 60 à 90 secondes. Selon moi, c'est l'objectif qu'on devrait se donner comme entraîneur. Et la raison pour laquelle je fais ça, puis je vais faire le lien après avec le feedback, c'est qu'on doit d'abord observer ce qui va se passer au lieu d'énumérer d'abord des points clés qui, vous allez vous rendre compte par la suite, sont probablement déjà maîtrisés par les athlètes. Ou encore, ce que vous pensiez qu'elle allait être un enjeu n'est finalement pas un enjeu dans l'éducatif, c'est d'autres choses qui deviennent l'enjeu. Alors, au lieu de perdre du temps à énumérer tout ça, les joueurs vont vous écouter, ils sont blasés, ça ne leur tente pas d'entendre ces points clés-là. On les envoie jouer et on observe d'abord ce qui va se passer. Comme entraîneur, on parle trop. Souvenez-vous de ça, on parle trop. On aime parler, on est des passionnés de hockey et quand on s'adresse à nos athlètes, souvent on en dit trop inutilement. Si on fait le lien avec le feedback, en fait, c'est ce qu'on va donner comme rétroaction, comme encouragement ou comme correctif pendant que l'exercice a lieu ou après l'exercice. Quand on a parlé d'adaptation, quand je dis j'ai dit observer, ce qu'on veut voir, c'est comment les athlètes vont évoluer et leur donner le temps surtout de s'adapter. L'exercice est nouveau, alors ça se peut qu'au début, le marquage, par exemple, dans le jeu que je vous donne, soit pas très, très bon, qu'il y a des joueurs qui perdent la vision de la rondelle, qui perdent dans le dos un joueur. Il faut donner le temps à ce qu'il s'adapte. Il faut sortir du fait que souvent les entraîneurs, on nous a peut-être encouragés ou on se valorise à corriger tout ce qu'on voit. Mais il ne faut pas tomber là-dedans. On doit les laisser jouer et voir comment ils vont s'adapter. Souvent, ils vont passer une répétition chacun, vont faire des erreurs, mais quand ils vont retourner, ils vont avoir saisi par eux-mêmes que ce qu'on vient de faire, ça ne fonctionne pas. Exemple, mon jeu du push-up tantôt, est-ce que quand on perdait possession, les athlètes qui avaient perdu possession devaient descendre au sol? Ils n'ont pas besoin de moi pour leur dire, oh, ce que tu as fait là a fait en sorte que tu as perdu la rondelle. Je vous garantis que la prochaine fois qu'ils vont retourner, ben, ils vont s'adapter pour faire en sorte qu'ils vont être en mesure de la garder, cette rondelle-là. Et alors, on les laisse s'adapter. Est-ce qu'il y a des tendances? Est-ce qu'on se rend compte que c'est toujours à peu près la même chose qui fait défaut? Est-ce que ce qu'on voit, c'est les erreurs, entre guillemets, qu'on voit, est-ce que c'est individuel, un ou deux personnes, ou bien c'est généralisé? C'est ce qui va déterminer est-ce qu'on doit s'adresser à tout le groupe ou on doit simplement tenter de parler à un ou deux individus qui ont peut-être moins bien saisi les consignes. L'autre chose par rapport au feedback, c'est ça, on le fait très peu souvent, malheureusement, dans le hockey. On doit avoir un plan avec les entraîneurs, pas juste sur l'éducatif qu'on veut faire, mais on va observer quoi? On va intervenir sur quoi? Et sont où nos limites? Alors, si on prend le même jeu, on fait du Gretzky, on cherche le marquage individuel, c'est ça l'objectif. Alors, c'est sur ça qu'on devrait se concentrer et observer. C'est possible qu'on voit un paquet d'affaires à l'offensive ou même des choses en défensive, mais qu'on n'est pas rendu là. Puis c'est pas là-dessus qu'on a choisi d'intervenir aujourd'hui. Alors, on doit se faire un plan et s'entendre sur ce qu'on veut voir et ce sur quoi on veut intervenir et même s'entendre sur un vocabulaire commun pour que ce soit le même message de la part de tout le monde. C'est possible qu'on parte avec une intention, qu'on pense qu'il va y avoir tel enjeu, puis au final, c'est pas ça du tout, puis qu'on se dit, OK, finalement, c'est maîtrisé, on pousse un peu plus loin ou on modifie l'exercice. Mais d'abord, entendez-vous. Ça, c'est avant, mais même pendant l'exercice. Les entraîneurs, souvent, on va se positionner à des endroits différents sur la glace. C'est important qu'à un moment donné, peut-être on prenne le temps d'aller rejoindre nos collègues pour dire qu'est-ce que tu as vu, toi, qu'est-ce que tu penses qui est l'enjeu en ce moment et qu'on s'entende sur ce qu'on va intervenir. Des fois, c'est intéressant de voir que nos collègues n'ont pas la même perspective que nous, ont remarqué d'autres choses, puis on va peut-être dire finalement, ça, c'est vraiment plus prioritaire. On va se focaliser là-dessus. Toujours rester en lien avec les objectifs, comme on en a parlé au début. Idéalement, à tous les moments où c'est possible, donner des rétroactions dans le temps d'attente aux individus si c'est des choses qui ne sont pas généralisées à l'ensemble du groupe, de le faire donc sans arrêter l'exercice si c'est possible. Et tantôt, on a parlé de ne pas s'impliquer dans les exercices ou le moins possible à faire des passes, des pressions, des trucs comme ça pour donner plus de temps actif aux joueurs. Mais l'autre raison pour laquelle on doit limiter ça, c'est que si on est impliqué dans l'exercice, on n'est pas dans une bonne position pour observer c'est quoi les tendances, c'est quoi les interventions à faire. Alors, on tente de se sortir de ça. Et moi, je dois vous dire qu'à l'université, j'avais étudié des cours de hockey en activité physique. Et je vais toujours me souvenir que mon professeur m'avait dit à ce moment-là, il y a très longtemps,
Si tu sors de la pratique comme entraîneur puis que tu es détrempé parce que tu as patiné comme un malade, ben, tu n'as pas fait ta job d'entraîneur. Alors ça m'a toujours marqué. Si on veut être en mesure d'observer puis donner des rétroactions efficaces, on essaie de ne pas s'impliquer. Puis il y a aussi la question de sécurité d'ailleurs. Une autre façon de donner du feedback, c'est de faire du renforcement à haute voix, des comportements qu'on cherche. L'être humain, quel âge, peu importe l'âge ou ses habiletés, veut plaire. Et quand il fait quelque chose, si on lui dit bien, c'est beau, c'est exactement ça, bien, on dit son nom à voix haute. Excellent, bon changement, on avait possession de la rondelle, super, te patiner jusque dans la porte, peu importe. Les autres athlètes à côté de vous vont l'entendre. Fait que c'est une façon de donner de la rétroaction à l'ensemble du groupe sans arrêter. Parfois, oui, il va falloir arrêter parce que c'est quelque chose qui est généralisé, qui n'est pas compris, puis on tente de le faire de la façon la plus concise possible. Je vous rappelle, on parle trop. Laissez-les jouer, laissez-les s'adapter. L'autre chose, pour avoir des entraînements qui sont efficaces, bien, il faut se donner des règles de fonctionnement. Je dis aussi des habitudes parce que les règles de fonctionnement vont faire en sorte que l'entraînement va être efficace, mais il y a aussi des éléments qui vont nous permettre qu'on va les transférer en match et on va avoir, dans le fond, un doublé. Là. On va avoir deux objectifs atteints. Ben, le premier, puis ça doit être discuté avec les joueurs. Ce qu'on cherche, c'est quand on démarre un exercice, on veut vous placer rapidement. On veut que par vous-même, vous regardiez, selon le niveau d'âge, bien sûr, combien il y a de joueurs dans chaque colonne. Si on est 8 dans une puis 2 dans l'autre, ben, ils ne sont pas supposés avoir besoin de moi comme coach pour leur dire de se déplacer. Alors ça, c'est des règles de fonctionnement qu'on doit établir avec notre équipe au début. Très simple, quand on joue, par exemple, un 3 contre 3 tantôt, le jeu de Gretzky, je reviens à ça avec le joueur derrière le filet, mais quand je siffle pour signaler le changement, ben moi, je m'attends à ce que les joueuses patinent jusqu'à la sortie, jusqu'à la ligne bleue. Et ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va dire aux joueurs qui sont en ligne, on va développer des habitudes de match, identifie c'est qui tu vas prendre pour le changement et tu ne peux pas entrer dans le jeu tant que ce joueur-là n'a pas passé la ligne bleue. Alors, non seulement ça rend l'entraînement plus efficace, ça donne un entraînement plus dynamique, plus rythmé, plus actif, mais ça va faire en sorte qu'en match, on va agir également de la même façon. Alors, quand on termine une action au filet, par exemple, c'est pas vrai qu'on va glisser tranquillement pour sortir de la zone. On va être en transition, on va, euh, on va se sortir rapidement, donc on développe aussi une habitude de match. On peut demander aussi de sortir avec la rondelle. Alors, au lieu de laisser des rondelles libres dans la zone, on va développer l'habitude d'aller chercher la rondelle et de la ramener. Dans le cadre, par exemple, d'un flow drill, au lieu qu'on termine le jeu et qu'on sorte tranquillement, non seulement on va sortir rapidement, mais moi, je demande aux joueurs d'aller chercher la rondelle ou de suivre la trajectoire de la rondelle parce que dans le match, si on a tiré au but et la rondelle est libre, on va aller en échec avant, on va aller en récupération. Alors, ça permet du même coup de travailler des habitudes. Alors, à vous d'établir les règles de fonctionnement qui vont rendre votre exercice le plus efficace possible. C'est des éléments à ne pas perdre de vue. Puis, comme je vous le dis, bien, ça va aussi se transférer en match. Au début, on a parlé d'avoir un défi d'un niveau adéquat par rapport au groupe. Euh, c'est important qu'on n'ait pas toujours du succès, mais en même temps, il faut qu'on ait un niveau de réussite à un certain moment. Mais si vous commencez quelque chose puis tout le monde le réussit, numéro un au début, c'est trop facile, il faut augmenter le niveau. Et tout ça, défi et plaisir, ben, ça rime à mes yeux avec mettre des compétitions. Ça peut être avec des systèmes de pointage, mettre du jeu simulé, comme je vous ai montré dans plusieurs exercices. Et tout ça ben, va faire en sorte qu'on va avoir davantage de motivation pour notre groupe. Euh, on arrive à la fin maintenant. Je vous dirais, si on le regarde de l'autre côté, si on fait un résumé, j'ai noté certains éléments là, que je considère qui sont des pièges à éviter quand on conçoit une séance d'entraînement. La première chose, c'est d'éviter de faire des drills pour faire des drills. Il y a des gens, ce qu'ils vont faire, ils font une pratique, ils vont chercher des exemples de plans de pratique déjà conçus ou encore des exemples d'exercices qu'ils vont trouver sur Internet. Ils vont dire, ah, ça, c'est cool, ce drill-là, on va le faire. Regardez-le, puis dites-vous à quoi il peut vous servir ou enregistrez-le, prenez-le dans votre banque comme le drill que je vous ai montré, le Boston de l'entraîneur au colloque de Mortagne. J'avais vu cet exercice-là, je ne savais pas quand est-ce et pourquoi j'allais l'utiliser ou comment, mais j'ai pensé à ce drill-là quand j'ai pensé à travailler les changements ou les principes des changements avec mon équipe, puis là, il m'a été utile. C'est davantage ça qu'on doit tenter de faire. Évitez de vouloir tout corriger parce que vous allez voir une panoplie d'éléments à améliorer ou à corriger, mais il faut garder son focus sur les éléments qui sont spécifiques à l'objectif qu'on s'est donné pour la phase de jeu et les points clés qu'on veut travailler. Euh,
des coachs qui ne sont pas sur la même longueur d'onde, des coachs qui ne se sont pas parlé avant, puis un intervient sur quelque chose, l'autre intervient sur de la défensive, l'autre sur de l'offensive, quelqu'un qui est toujours en train de donner du feedback à toutes les répétitions, ben, il faut faire attention à ça, puis s'entendre sur la façon qu'on veut fonctionner. Dans ma tête à moi aussi, il faut éviter d'être trop dans les systèmes collectifs, c'est-à-dire faire du 5 contre 5 en zone défensive, faire des sorties de zone, des regroups, des 3 contre 2. On doit tenter, selon moi, d'être davantage dans des éléments qui sont des tactiques individuelles que des systèmes collectifs pour avoir des gens qui sont plus actifs, puis d'avoir des choses qui sont davantage ciblées, puis qui va vous faciliter aussi comme entraîneur le nombre de choses sur lesquelles on veut intervenir. Bien sûr, ça dépend du niveau de votre équipe, ça dépend de votre bagage et de vos objectifs. Alors là, je m'adresse davantage à des entraîneurs, bien sûr, de hockey mineur. Limiter les instructions, on tombe souvent dans le piège de donner trop d'instructions parce qu'on veut que ça se passe bien dès le début, on veut s'assurer que les athlètes ont bien compris. Lancez-les, laissez-les s'adapter, puis regardez ce qui se passe avant d'intervenir. On en a parlé plus au début. Il y a trop de flafla souvent autour du geste qu'on veut entraîner. Mon exemple des tirs qu'on place dans un flow drill avec six passes avant. Concentrez-vous sur le geste qu'on veut entraîner et évitez de donner du feedback trop rapidement. Laissez-les évoluer, laissez-les voir comment ça va avant toute chose. Alors voilà, ça fait le tour. Je vous laisse mon adresse courriel si jamais il y en a qui veulent poser des questions ou quoi que ce soit par après, qui pensent à quelque chose là, après la présentation. Je vais être disponible maintenant pour certaines questions si vous le voulez. Mais n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait toujours plaisir là, dans la mesure où j'ai un peu de temps pour le faire. Fait que j'espère que ça vous donne quelques idées ou éléments que vous pouvez appliquer à vous là, dans votre pratique comme entraîneur. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci de votre attention. Super. Donc, ceux qui ont des questions, il y a une boîte Q&A, donc Q&A, si vous voulez poser des questions ici, là, on va pouvoir en prendre. Euh, Au niveau de la formation, là, j'ai reçu quelques messages là, à ce sujet-là. La formation a été enregistrée, le son a été bon tout le long aussi, Isabelle, là, cette année. Hey, Fait c'est bon. qu'on va pouvoir la repartager là, pour ceux qui sont arrivés soit en retard ou qui ont malheureusement pas pu se connecter ou qui ont peut-être manqué le début. Donc, est-ce qu'il y avait des questions? Pour l'instant, il ne semble pas y en avoir. Moi, j'en aurais peut-être une. Isabelle, tu parlais justement de tout ce qui était les exercices, les pratiques déjà faites. Euh, tu sais, est-ce que c'est difficile selon toi approprier ce genre d'exercice-là ou de pratique-là pour ton équipe ou ça pourrait être quoi les points clés qu'on pourrait mettre de l'avant justement pour s'approprier ce genre de pratique déjà faite là, mais que si on est un petit peu moins à l'aise dans la création d'exercices? Oui, c'est une bonne question. C'est sûr que quand j'ai parlé de ça, j'avais derrière la tête certains entraîneurs qui commencent puis qui vont aller chercher des plans qui ont déjà été créés. C'est sûr que si on fait ça, ben, je pense qu'il faut demeurer dans les plans qui sont créés justement par soit Hockey Québec ou Hockey Canada qui tiennent en ligne de compte le niveau d'habileté de notre équipe, qui vont avoir une certaine progression au fil de la saison. Puis il n'y a pas de gêne à faire ça puis de commencer avec ça au début. Puis moi, je vous dirais, les points clés que je mettrais, ce serait de garder des notes justement sur les exercices qu'on a utilisés. Qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Pendant le jeu, ben, des fois, on va avoir des idées de comment on peut les modifier pour atteindre justement les objectifs dont j'ai parlé tantôt. Donc, c'est normal, c'est pas quelque chose qu'on fait quand ça fait 6 mois qu'on entraîne, c'est quelque chose qu'on développe. Là, tu sais, les jeux simulés, c'est des choses que j'ai développées là, puis que j'ai pensé avec des collègues. J'ai pas fait ça à l'année 1, ça, c'est certain. Fait que je pense que je voulais faire attention aussi, il n'y a pas de gêne à prendre des plans qui sont déjà préparés, mais surtout choisir des ressources qui tiennent en compte euh, le niveau de votre équipe et une certaine progression. Je pense que ce serait ça mon principal conseil. Super bon. Tu as vu, là, poser une question, ça déjeune les gens. En très bas âge, tu sais, vers 5, 6, 7 ans, le focus de l'entraînement, selon toi, devrait être sur quoi? Ben, je pense qu'on doit focuser d'abord sur la technique individuelle, sur les habiletés individuelles.
Parce que même, je dois vous dire, même nous, au niveau universitaire, on fait en entraînement à peu près jamais de système collectif. Nous, on utilise les matchs pour mettre en pratique les systèmes collectifs et on démarre avec les habiletés individuelles qui vont nous servir dans, par exemple, si on parle de jeu en zone offensive, ben, on va travailler sur tous les changements de direction avec la rondelle, le fait d'entrer à l'intérieur de la zone, etc. Donc, c'est pas différent, peu importe le niveau d'âge. La différence, c'est que les joueurs au niveau que je les entraîne ont déjà un certain bagage, alors que des enfants en bas âge, mais ils doivent développer ça à la base, que ce soit le maniement avec la rondelle, les techniques de patinage, etc. Mais moi, dans la mesure du possible, j'encouragerais, un peu comme l'exercice de passe du revers que vous avez vu des Suédois, le plus rapidement possible, le mettre en jeu. Ça peut se faire à tout âge. Souvent, on va voir quand on introduit un exercice, par exemple, on pourrait mettre des joueurs stationnaires en face à face qui apprennent c'est quoi une passe à 5, 6, 7, 8 ans. Mais dès qu'on est capable, les mettre en mouvement, les mettre dans un jeu où est-ce qu'on va mettre l'accent sur les passes. Mais c'est certain qu'on doit commencer par les techniques principalement, puis éventuellement évoluer vers des tactiques individuelles comme le marquage, par exemple, le démarquage, l'approche au porteur, etc. Exact. Puis tu sais, pour juste peut-être surenchérir à ce niveau-là, là, tu sais, tout le programme MAG est fait aussi là, pour Ouais. réfléchir à ce genre d'activité-là, mais sous forme de jeu. Tu sais, les jeunes apprennent tellement, puis ils le font à l'école, ils le font dans tous les sports, mais le hockey n'est pas différent. Tu sais, c'est essayer de leur inculquer certaines notions, tu sais, 5, 6, 7 ans. Puis on le voit, on le voit de plus en plus, mais tu sais, beaucoup de jeunes aussi qui veulent commencer comme gardien de but, mais ont de la misère à patiner, mais on vous demandera à n'importe quel entraîneur de gardien de but, pour être un bon gardien, il faut que tu commences par savoir patiner. Fait que c'est des choses là, qui sont quand même importantes. Le lien pour la vidéo, là, on a le groupe des entraîneurs sur Facebook. Là, ceux qui ne connaissent pas, là, c'est Forum des entraîneurs. Là, je vais vous dire le nom précis. C'est entraîneur de hockey, forum de discussion, partage. Donc, ça va être disponible là. Vous pouvez m'envoyer un courriel aussi. Là, je ferai une liste là, pour les envois donc, au fbélanger à commercial hockey.qc.ca. J'ai une bonne question ici, puis Isabelle, peut-être que tu n'as pas la réponse. Je sais qu'on en discutait avant, vous êtes une université francophone. Pour ceux qui sont dans des milieux bilingues, comment qu'on. As-tu des trucs ou est-ce que tu as déjà expérimenté ça sur ce jongler avec les deux langues pour les rétroactions? Faut pas que ça soit trop long, mais que tout le monde comprenne. Est-ce que tu as un peu une idée par rapport à ça? Ouais, ben, j'ai peut-être le luxe justement d'être dans une université francophone où est-ce que notre objectif, c'est d'utiliser le français. C'est une excellente question. Euh, je pense que dans la mesure où c'est bilingue, ben, je pense que c'est peut-être d'établir un vocabulaire à l'avance avec les entraîneurs, puis de le plus souvent possible revenir à ces mots-là qui vont être rapidement identifiables par les joueurs, ce qui va peut-être permettre de réduire la durée des explications, mais nécessairement ça se peut que si on donne les explications dans une langue, ben, certains joueurs aient moins bien compris et qu'on doit prendre un petit peu de temps pour leur expliquer. Je pense qu'il ne faut pas venir fou avec ça aussi. Si ça prend 30 secondes de plus, 40 secondes de plus, ça le prendra parce qu'il faut se souvenir que l'important, c'est que ce qu'on a donné comme consigne soit clair. Fait que si on veut garrocher ça en 60 secondes dans juste une langue ou à moitié-moitié, puis là, les joueurs n'ont pas compris, mais ce qui va arriver, c'est qu'ils ne seront pas capables de démarrer l'exercice. On va créer du retard. Fait que si c'est ça votre réalité, je peux la comprendre. À ce moment-là, je m'assurais, s'il faut, on étire un petit peu et puis on s'assure que ça démarre correctement. Puis déjà là, on va être beaucoup plus efficace dans le temps de cette façon-là. Super. Il y a quand même beaucoup de questions là, qui ont comme émergé tout Mhm. à coup. Je vais regrouper pour essayer qu'on soit capable de condenser. Il y a beaucoup de questions sur les gardiens de but. Comment toi, je sais que vous avez le luxe d'avoir un entraîneur des gardiens de but, mais comment tu prévois le temps des gardiens de but? Est-ce que tu t'accordes du temps? Est-ce que vous avez toujours un coach des gardiens de but? Si vous n'en avez pas, comment tu fais pour essayer de donner de l'attention là, à ces joueurs-là ou ces joueuses-là quand même? Oui, ben en fait, oui, on a un entraîneur des gardiens. Il n'est pas nécessairement présent à toutes les séances. Ce n'est pas un entraîneur à temps plein. Ben, quand il est présent, on essaie toujours de lui laisser du temps avec les gardiens de but. On va prévoir qu'on va lui laisser un espace. Ça peut être un 15, 20 minutes. C'est sûr que nous, on a des entraînements d'à peu près 80 minutes. C'est peut-être pas tout le monde qui a ce luxe-là, mais oui, on essaie de prévoir un temps. On essaie de discuter avec lui qu'est-ce qu'il voudrait voir. Si, par exemple, je ne sais pas, je vais vous donner un exemple, on fait un flow drill en activation.
ben lui, peut-être qu'il va me dire, ben Isabelle, j'aimerais ça que les tirs arrivent de plus bas dans la zone, ou j'aimerais ça voir des tirs qui vont arriver plus central, plus en largeur, avoir quelqu'un qui va être là pour faire un écran, pour saisir des retours. Donc, on va un petit peu organiser notre exercice pour que ça soit pas juste des objectifs pour les joueurs, mais que les gardiens de but aussi aient des situations que l'entraîneur souhaite qu'on travaille. Fait que je dirais que c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Puis c'est sûr qu'il y a des journées qui n'est pas là. Donc, à ce moment-là, ils sont sollicités, mais il n'y a pas nécessairement d'intervention là, directement qui sont faites avec elle. Super. Il y a beaucoup de questions aussi au niveau technique, technico-tactique, technico-tactique versus stratégie collective. Tu sais, là, comme je dis, là, je dois avoir 5 questions à ce niveau-là. C'est quoi toi, ta mentalité par rapport à ça? Tu sais, toute l'attention à mettre en entraînement au niveau des aspects plus techniques versus le collectif. Puis, bon, je comprends que tu es avec là, tu avec le niveau, le niveau 1 dans le fond, le niveau le plus élevé là, pour les joueuses au Canada, là, nécessairement, là, Mhm. de cet âge-là. Mais c'est quoi, toi, ton point de vue par rapport à ça, le technico-tactique versus collectif versus stratégique? Ben, je vous dirais que j'ai beaucoup évolué là, dans les dernières années par rapport à ça. Euh, Au fil des années, plus récemment, on fait beaucoup plus d'éléments techniques. Il y a eu beaucoup d'évolution de ce côté-là. Il y a beaucoup de gestes qui, quand j'ai commencé à entraîner les carabins il y a 15 ans, n'existaient même pas, là, qu'on ne voyait pas dans le hockey. On a vu beaucoup de nouveaux gestes apparaître. Il y a eu le développement d'entraîneurs d'habileté également. Nous, on a le privilège aussi d'avoir des entraîneurs d'habileté avec nous. Donc, ça peut faciliter le fait qu'on travaille davantage sur les éléments techniques. Mais ce que je me suis rendu compte, puis là, ben, malheureusement, j'ai pas pu l'expérimenter avec des plus bas niveaux parce qu'on a débuté à faire ça au moment où j'étais rendu ici au niveau universitaire. Mais moi, ma philosophie, c'est que on doit accorder beaucoup plus de temps à ce qui est technique et tactique individuelle qu'au système collectif, surtout plus on avance en âge et que les joueurs ont un certain bagage d'expérience. Au fil du temps, si on fait un échec avant 1-2-2, 2-1-2, peu importe c'est quoi, je suis convaincue qu'à partir d'un certain âge, à peu près tous les jeunes vont avoir vu ces systèmes-là, savent un petit peu de quoi on parle. Il y a toujours des variantes, les entraîneurs vont avoir des exigences différentes. Mais moi, j'en suis venue au point où est-ce que là, nous, on est en période de matchs hors concours qui vont débuter. Dans les 3 premières semaines d'entraînement, on n'a fait aucun système de jeu collectif dans nos entraînements. On a vu des éléments de tactique individuelle qui vont nous servir dans le cas des systèmes, mais qui vont être placés dans le plan de match et sur lesquels on va intervenir seulement dans les matchs. Et moi, je me rends compte qu'on devient beaucoup plus efficace de cette façon-là parce qu'on a parlé de temps actif, on a parlé de niveau de répétition, de facilité à observer pour les entraîneurs en entraînement. Si on fait de la zone défensive à 5 contre 5, les athlètes ne trippent pas là-dessus. Deux, ça fait énormément de choses à observer. Si on n'a pas filmé, on manque beaucoup d'affaires. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on finit par laisser aller des choses qui ne sont pas faites correctement, tout simplement parce qu'on les a pas vues. Fait que je trouve pas qu'on fait beaucoup de gains à faire ça. Je sais que même au hockey mineur, de plus en plus d'équipes, leurs matchs sont filmés, les vidéos sont disponibles. Alors moi, maintenant, c'est de cette façon-là que je travaille. On accorde un 30 minutes sur notre entraînement de 70 minutes, à peu près 75, des fois 80. Il y a un 30 minutes qui est dédié à des habiletés qui vont nous servir après qu'on va mettre en application dans des jeux simulés qu'on a fait. C'est strictement ce qu'on fait à l'entraînement. Technique, tactique individuelle, on ne fait pas de système. Parfait. Ça répond quand même à la question. Puis là, tu sais, on parle un niveau très élevé. Fait que, tu sais, en bas âge, là, puis je vais quand même taper sur ce clou-là parce que, bon, reste qu'on y croit quand même. En bas âge, c'est les habiletés individuelles. Si vous êtes moins à l'aise dans l'analyse d'habiletés individuelles, vous pouvez demander des conseils. Il y a beaucoup de vidéos, il y a beaucoup de, tu sais, on peut trouver tellement tout sur Internet maintenant sur tu sais, je suis conscient qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui vont passer rapidement au collectif parce qu'ils sont limités aussi dans l'analyse de la technique individuelle, tu sais, de savoir que le jeune, il avance pas ou il a de la misère à tourner d'un bord, mais pourquoi? Ouais. Tu sais, ça prend quand même un certain niveau d'analyse, mais c'est tellement important pour les jeunes de la répétition. Puis comme je disais, par le plaisir, là, ils vont s'améliorer aussi. Là, fait que euh, je- Ouais. j'endosse complètement la réponse.
Puis l'autre élément, c'est que, tu sais, je vous cacherai pas, moi, je suis une ancienne gardienne de but. Ça fait 16 ans maintenant que je coach au Carabin Université de Montréal. Ma spécialité à moi, elle n'est pas technique. Fait que, tu sais, de détecter qu'est-ce qui fait que un joueur, une joueuse est peut-être moins fluide d'un côté que de l'autre d'un virage, c'est pas ma spécialité. Bon, je connais pas la réalité dans toutes les associations, mais je sais que, par exemple, il y a des directeurs techniques, il y a des gens qui sont là, peut-être qui peuvent vous aider. Il y a sûrement maintenant dans plusieurs associations, des entraîneurs d'habileté qui peuvent venir donner ces éléments-là. Mais ça demeure que si, par exemple, moi, ce que mon œil d'entraîneur, je suis capable de détecter qui est lié à la technique, c'est, par exemple, cette semaine, on faisait tous les changements de direction. Il y a plusieurs types de virages, de feintes maintenant pour battre un joueur en zone offensive. Mais ce que je suis capable de voir, c'est que quand le joueur finit son virage, doit réactiver ses pieds pour se créer une séparation. Je suis capable de voir que quand on récupère la rondelle, la première chose qu'on devrait faire, c'est activer ses pieds. Fait que pour moi, ça demeure technique. C'est pas un système de jeu. Et je suis pas dans les détails techniques que, je suis bien honnête, j'ai pas les connaissances ou la capacité même de faire cette démonstration-là. Mais ça demeure que des éléments sur lesquels on peut se concentrer. Puis il faut juste les avoir identifiés avant, de dire, mais qu'est-ce qui est important ou les observer puis dire, ah, ben, c'est là-dessus qu'on va intervenir. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment maintenant très, très axée sur ces éléments-là, beaucoup plus que les systèmes à l'entraînement. Puis, il y a 2 ou 3 ans, on avait un nouvel entraîneur avec nous, puis je l'avais mis en charge des avantages numériques, puis il m'avait dit, ben moi, Isabelle, je travaille jamais le désavantage numérique en pratique. J'avais fait comme, ah ouais, tu sais, mais tu fais quoi? Puis il m'avait dit, ben moi, j'utilise juste le match puis les vidéos. J'étais un petit peu sceptique, mais je l'ai laissé aller. Puis finalement, on n'a jamais en entraînement, à part comment on appelle ça en français, là, un walkthrough. Là, on a fait, on a vu le positionnement une fois là, au ralenti. Voici comment ça se passe, voici notre structure. On l'a jamais retravaillé. Et puis, on a fait des modifications sur le tableau, en vidéo, au banc, au match. Puis, on n'a jamais eu à le travailler en entraînement, cette tactique collective. On a vraiment travaillé sur des éléments individuels, comment on fait le dégagement, sur la mise en jeu, par exemple, la rapidité à saisir les rondelles libres, à bloquer son joueur, mais on n'a pas travaillé le système au complet. Fait que ça vaut la peine de l'essayer. C'est assez surprenant, mais je pense que c'est souvent on pense qu'on a absolument besoin de le travailler énormément à l'entraînement, mais comme je vous dis, il y a tellement de choses à observer. Moi, on filme beaucoup les entraînements ici. Puis quand on faisait du système collectif, puis je regardais rentrer chez nous la pratique, je me disais, ben voyons donc, j'ai pas vu un tel ou une telle qu'il l'avait pas pantoute finalement, puis je l'ai manqué. Fait que c'est comme si on continuait à pratiquer quelque chose, puis on répète quelque chose qui est pas adéquat. Alors que si on décortique un peu plus, puis on fait plus de tactiques individuelles, ben, on va avoir plus de résultats au final, je pense. Parfait. Il y a des questions là, que je réponds, là, que je réponds par clavier. Là. On a quand même beaucoup de Oui, questions, puis il y en a que, bon, je pense qu'ils sont dans un gros, une grosse, comment je pourrais dire ça, là, ça couvre assez large, fait que j'essaie de répondre un oui, petit peu plus. Mais je crois là, que ça fait pas mal le tour. Tu sais, je ne veux pas non plus là, rentrer dans des spécificités un petit peu trop. Donc oui, la période de questions sera ajoutée là aussi avec, il y a des bonnes questions qui ont été posées là. Euh, donc la période de questions sera aussi ajoutée là, à la vidéo. Donc écoute, je ne veux pas prendre plus de ton temps, Isabelle. On avait prévu 1 heure. C'est déjà très généreux de ta part. Donc, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps encore une fois cette année. J'espère que vous allez passer une belle saison avec les Carabins. Et bon, vous avez aussi le courriel en fin de session à Isabelle si vous avez des questions plus précises. Là, j'essayais de prendre les plus générales qui pouvaient toucher le plus de gens, puisqu'on est près d'une centaine là, sur l'appel. Donc, je vous remercie beaucoup de votre temps. Entre-temps, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire au fbélanger@commercialhockey.qc.ca. Ou sinon, tout le monde, je vous souhaite une belle saison et on se revoit bientôt là, pour une prochaine formation continue. Merci beaucoup. merci tout le monde. Merci Isabelle.